Madame, Messieurs, bienvenue sur le plateau de Vous à moi. En Afrique, vous le savez, une femme qui est dotée, prise en mariage après les célébrations, est tenue, comme on le dit dans nos contrées, d'annoncer la bonne nouvelle au bout d'un certain temps à son époux ou à sa belle famille. Ce sont des informations que les gens attendent au bout d'un certain nombre de mariages, puisqu'un mariage devrait se solder par une grossesse et au bout de 9 mois, une progéniture. Malheureusement, dans nos sociétés aujourd'hui, force est de constater que ces projections sont mises à mal du fait de nos vécus, du fait de la modernisation de nos sociétés, du fait de paramètres dont nous n'avons pas toujours la maîtrise. C'est une question préoccupante et nous avons voulu aujourd'hui faire un focus sur la stérilité, l'infertilité et l'assistance médicale à la procréation. Et pour nous en parler, nous avons sur le plateau un des spécialistes ou des personnes qui ont décidé de se mettre au chevet de ces femmes et de ces couples qui ont des problèmes. Il s'agit de Dr Athanase Sodiedo. Il est gynécologue obstétricien officiant à la Polyclinique Saint-Michel. Merci, Dr Sodiedo, d'accepter notre invitation et de nous trouver un bout de temps dans votre programme hyper chargé. Merci, madame. Merci bien. Alors, quand je parle de stérilité, par exemple, que faut-il entendre par ce vocable? Oui, nous préférons parler d'infertilité parce que stérilité suppose une situation définitive qu'on ne pourrait pas malheureusement régler. Mais aujourd'hui, il y a toujours une petite solution à presque toutes les situations. Nous parlons beaucoup plus d'infertilité. Et le problème se pose lorsque, après une vie en couple de 2 ans, avec des rapports réguliers, la grossesse ne survient pas. On peut déjà commencer à s'inquiéter après 6 mois, voire 1 an, mais la prise en charge réelle et importante intervient surtout après 2 ans. Alors, c'est-à-dire qu'un jeune couple qui se met en ménage, au bout de 2 ans, devrait avoir un enfant. En principe, c'est Alors, ça la normalité. si l'enfant ne survient pas, comment l'explique-t-on? Est-ce à cause de la femme? Est-ce à cause de l'homme? Puisque généralement, ce sont les deux qui participent à cette formation du fœtus. Tout à fait. Comment est-ce que cela se passe généralement? Tout à fait. Lorsque la grossesse ne survient pas, nous recherchons les causes. Et les causes possibles sont, il y a environ 30% qui est lié à la femme, 30% des causes sont liées à l'homme et 30% sont des causes mixtes, c'est-à-dire liées à l'homme et à la femme. Il y a environ 10% pour des situations où on ne retrouve pas de cause, nous appelons ça cause inexpliquée. Voilà, donc dans cette situation, on se met au bout de 6 mois, 1 an, à faire des explorations très simples, mais c'est au bout de plus d'1 an, voire 2 ans, que nous rentrons dans des explorations beaucoup plus poussées. Et tout ceci dépend aussi de l'âge. Si c'est un couple très jeune, on va un peu plus lentement, mais si c'est un couple qui tend vers l'âge au-delà de 30 ans, surtout chez la femme, 30 ans, 30 et quelques années, en tout cas moins de 35 ans, on va beaucoup plus vite dans les explorations pour pouvoir chercher rapidement des solutions, parce qu'à partir d'un certain âge, le taux de fécondité diminue sérieusement chez la femme, notamment à partir de 35 ans, ça commence à obtenir une chute pour être très faible autour de 40 ans. D'accord. Alors, vous avez parlé d'exploration. Moi, je prends la femme. Quand vous dites exploration, cela recouvre quoi? Est-ce que ce sont des analyses? Est-ce que ce sont ces ovaires qu'il faut jauger? Qu'est-ce que ça recouvre? Tout à fait. Les explorations essayent de s'occuper de toute la fonctionnalité de l'appareil génital féminin et même de l'appareil génital masculin. Alors, par rapport aux explorations de la femme, il y a des éléments simples comme la courbe de température pour voir si l'ovulation est correcte. Il y a des éléments comme le test de Wheeler, nous l'appelons, mais c'est pour étudier la migration des spermatozoïdes dans les voies génitales féminines ou femelles. Ensuite,
On passe à des examens un peu plus complexes comme la radiographie de l'utérus et des trompes, que nous appelons hystérosalpingographie. On pourrait aller un peu plus avec des examens comme l'hystéroscopie pour voir la cavité utérine, ou d'autres examens comme la cœlioscopie qui essayent de voir dans la cavité utérine sans l'ouvrir quelle est la situation des trompes et des ovaires. Au niveau de la femme, voilà au niveau de la femme ce qu'on pourrait faire. Au niveau de l'homme, l'examen le plus courant, c'est le spermogramme. Et en dehors du spermogramme, on peut faire la spermoculture. Il y a d'autres examens beaucoup plus approfondis qui interviennent bien après pour explorer, tant au niveau de la femme qu'au niveau de l'homme, des causes génétiques, par exemple. Alors, quand vous finissez l'exploration, ce sont les femmes qui nous intéressent, donc les hommes nous en excusent, même s'ils sont utiles à cette procréation. Alors, quand on finit l'exploration, qu'est-ce qu'on dit à cette femme désespérée que vous avez devant vous, finalement? Vous pouvez ou nous pouvons vous aider? Oui, en général, aujourd'hui, on dit pratiquement toujours on peut vous aider. Et dans les cas les plus complexes, il y a toujours une solution. Et tout ceci dépend aussi de la force de caractère de la femme. Il faut que la femme s'accroche et les méthodes préconisées par la science doivent être appropriées, être utilisées jusqu'au bout. Il n'y a pas lieu d'un découragement précoce. Il y a tout un processus et c'est au fur et à mesure qu'on évolue qu'on peut proposer des solutions de plus en plus complexes pour aboutir au résultat. L'important, c'est qu'au bout du rouleau, on puisse aboutir à un résultat heureux pour tout le monde. Alors, on dit souvent que dans la recherche de solutions à cette assistance, le mental, le psychisme est important. Et une femme qui se trouve dans cette détresse-là, vous le savez bien, c'est difficile de lui donner espoir. Quelle part est-ce que ce volet prend dans la prise en charge dont on va parler juste dans la suite de cet entretien? Oui, tout à fait. Le psychisme est assez important, mais ce que nous avons observé dans notre pratique, c'est que le fait déjà que la femme ou le couple trouve devant lui, le couple trouve devant lui une personne qui cherche à l'aider, est déjà un grand réconfort. J'ai eu des couples qui nous ont dit que le fait même d'avoir l'espoir qu'on pourrait avoir une solution, c'est déjà un grand réconfort et des fois même, quand bien même après une tentative, on n'a pas le résultat, ils se disent mais nous avons quand même de l'espoir, comme la science est là qui peut nous aider, c'est toujours permis. Contrairement à il y a quelques années où ce n'était pas possible, on se disait que c'était fini pour toujours. Aujourd'hui, jusqu'à des âges suffisamment avancés, on a encore beaucoup d'espoir et c'est déjà très heureux pour les couples et les couples sont révigorés par cette situation. Alors, il y en a qui sont informés, mais que propose la science? L'assistance médicale à la procréation, comment ça se fait? Cette patiente de 34 ans n'a jamais eu d'enfant ni de grossesse. Le bilan a montré que ses 2 trompes sont obstruées. Les spermatozoïdes de son conjoint ne sont pas en nombre suffisant. Et de plus, ils ne sont pas très mobiles. Confronté à ces causes multiples d'infertilité, le couple a recours à la fécondation in vitro. Les traitements hormonaux ont permis de stimuler les follicules et de déclencher l'ovulation. Les follicules sont mûrs. C'est l'étape de la ponction des ovocytes. Elle se fait ce matin sous anesthésie générale. Les liquides folliculaires sont récupérés dans des tubes et sont aussitôt envoyés au laboratoire. La préparation de la fécondation in vitro commence. La biologiste recherche les ovocytes dans le liquide folliculaire. Le sperme du conjoint prélevé quelques semaines plus tôt est congelé dans des contenants appelés paillettes. Pour optimiser les chances du couple, la biologiste décide d'utiliser la technique de MSI, injection du spermatozoïde morphologiquement sélectionné. La biologiste injecte le sperme morphologiquement sélectionné dans l'ovocyte. La fécondation in vitro est faite. Il faut attendre 2 à 3 jours avant de transférer les embryons dans l'utérus de la femme. Après, la nature fera le reste.
Dr. Soudiedo? Avant d'aboutir à l'assistance médicale à la procréation, qui est en fait l'utilisation par la science directement des deux cellules, le spermatozoïde et l'ovule, directement de façon très pratique, mais on utilise plutôt les moyens plus simples pour avoir une grossesse naturelle. Et la science aide beaucoup à ça, d'abord en essayant de traiter une ovulation qui ne se produit pas bien par des comprimés, par des injections, et essayer de régler autant que possible, soit par la chirurgie, soit par la chirurgie. Et dans ce cadre, à Cotonou, nous avons fait de grands efforts dans ce domaine pour essayer de trouver à la femme d'abord la grossesse naturelle en priorité, avant de passer à la grossesse par assistance médicale à la procréation, qui est un peu plus complexe. Alors, qu'est-ce que nous avons fait sur place à Cotonou? C'est que la Polyclinique Saint-Michel s'est dotée d'un matériel adéquat et s'est mise à l'école pratiquement des formations européennes, des formations des pays développés. Et déjà, dans ce domaine, pour pouvoir aboutir à une grossesse, que ce soit de façon naturelle, que ce soit par fécondation in vitro, par exemple, il a fallu avoir une cavité utérine normale qui puisse abriter l'enfant, quelle que soit la voie qu'on choisit. Par rapport à ça, nous avons à Cotonou, pour pouvoir réparer la cavité utérine, nous avons certains appareils qui nous permettent d'aller chercher, par exemple, de réséquer des myomes, d'enlever des myomes par voie basse, sans ouvrir la cavité utérine, ce qui nous fait économie de certaines autres pathologies, comme des adhérences ou bien des synéchies, après avoir ouvert la cavité utérine pour enlever les myomes qui sont dans la cavité utérine. Donc, cette technique existe ici. Il y avait aussi le problème des synéchies, qui se trouve dans la cavité utérine, qui bloquait pratiquement la possibilité d'avoir un enfant. Nous avons un appareil qui est à haute énergie, très très sensible, qui essaye de réséquer les synéchies aujourd'hui et qui, à partir de là, il n'y a pas de récidive comme on voyait par le passé. Et de toute façon, il y en a très peu. Et aujourd'hui, à partir de ça, nous réussissons à avoir d'abord la cavité utérine, que ce soit à utiliser pour une grossesse naturelle ou une grossesse par assistance médicale à la procréation. C'est-à-dire que, oui, si je comprends bien, c'est-à-dire que vous dites à toutes ces femmes qui nous regardent là ce soir et qui ont ce genre de problème, que c'est possible de leur apporter une solution? La science dit c'est possible. Et en fait, quand on essaye de faire tout ça, on s'est rendu compte, lorsque les femmes s'accrochent, que 90% au moins des femmes réussissent à avoir un enfant. Lorsque les femmes s'accrochent et vont jusqu'au bout. Et le reste sera peut-être, il y a des situations où peut-être on ne peut pas grand-chose si l'utérus est totalement parti. Bon, encore que là, il y a des solutions de mères porteuses et tout ça, mais il y a toujours une solution. L'adoption au bout, mais avant l'adoption, si la personne n'opte pas pour l'adoption, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à condition que la femme s'y prête. Parce qu'il y a des étapes, ce n'est pas une seule tentative, des fois on va avoir plusieurs tentatives avant d'aboutir à un résultat. Il y a le cas des hommes aussi, il y a les dons de sperme. Lorsque c'est une azospermie, il n'y a pas de sperme du tout, spermatozoïde du tout, on y arrive aussi. Mais ça fait partie de la science aujourd'hui qui essaie de trouver une solution à presque tout le monde dans l'assistance médicale à la procréation. Alors, avant qu'on en arrive au résultat auquel vous êtes parvenu, puisque c'est ce qui justifie un peu le succès de ce que vous entreprenez, je voudrais aborder le volet de l'éthique. Parce que quand on parle de ce genre de sujet, il y a toujours le volet éthique. Comment est-ce que vous l'appliquez? Est-ce que tout est possible ou vous donnez les libertés possibles dans ce domaine-là? Tout n'est pas possible. Tout n'est pas possible. Et déjà, dans notre système, le don d'ovocytes ou le don de sperme n'est pas l'élément primordial. C'est vraiment exceptionnel. C'est exceptionnel et c'est dans des cas très, très avérés qu'on peut être amené à faire ça. Sinon, avant d'intégrer, d'abord, il y a des documents qu'on signe. Il y a des pièces administratives qui sont fournies.
dont notamment le mariage pratiquement, le mariage ou à défaut une vie commune absolue au moins pour 2 ans, prouvée pour 2 ans. Et c'est seulement à partir de ces éléments que nous étudions le dossier pour pouvoir venir en aide à la procréation chez ce couple. Et je pense que dans le futur, ces cas de don d'ovocytes et de don d'enfants vont progressivement moins se poser quand la femme africaine va comprendre que il faut aller très tôt à ces sciences-là sans attendre de vieillir. Parce que qu'est-ce qui se passe? Les échecs sont des fois dus à l'âge avancé relativement de la femme. La femme qui a 28 ans, lorsque ses trompes sont bouchées, va directement régler le problème et a beaucoup plus de chances que si elle traîne à longueur d'années et aboutit à la même science à 35 ans, par exemple. Donc, au fur et à mesure, dans les pays développés, lorsque la cause est trouvée, les gens utilisent directement la science pour régler la question sans attendre des années après avant d'aboutir à cette science. Alors, aujourd'hui, vous avez déjà combien de bébés mis au monde ou combien de grossesses générées par l'assistance médicale à la procréation? Habituellement, les centres progressent par paliers. Quand le centre est installé, il a quelques matériels. Après, il progresse. Mais Cotonou, pour mieux servir à la situation, a décidé de démarrer avec tout le matériel possible pour régler la question. Notamment, le centre de Cotonou a essayé dès le début d'être au bon niveau parce qu'on se dit, si les pauvres dames font leurs économies et viennent, on n'est pas à Dieu, mais il faut leur offrir ce que la science propose ce jour-là, voilà, actuellement. Donc, ça a été ça. Et notre chance, c'est que dès la première année, on a commencé en fin 2010, mais dès septembre 2011, nous avons réussi à sortir 3 premiers bébés. Et ça a vraiment émerveillé le monde. Et ça a continué. Ça a continué. J'espère que vous aurez l'occasion de voir les quelques bébés qu'il y a eu. Et déjà, au bout d'1 an, avec le peu de cas, parce que quand une science commence quelque part, il y a un peu de réticence, mais au bout d'1 an, on était déjà au 10e bébé. Lorsque les premiers bébés ont eu 1 an, on a eu le 10e bébé et Madame le ministre nous a fait l'honneur de nous rendre visite à cette occasion pour recueillir le 10e bébé. On était très encouragés par ce fait et c'était vraiment bien. Après ça, il y a eu beaucoup d'autres bébés et nous en sommes quand même un bon nombre aujourd'hui. Ça continue, il y a des grossesses en cours en quantité. Alors aujourd'hui, si je fais un peu le point, on dit que ça existe au Cameroun, on dit que ça existe en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Est-ce que vous avez un lien avec tous ces centres et quels sont les échanges ou les programmes d'échange que vous avez par exemple pour faciliter ou pour promouvoir le bonheur dans les foyers et donner un peu de sourire aux femmes africaines par exemple? Nous sommes heureux de dire que tous ces centres dont vous parlez ont de très bonnes relations avec nous parce que nous nous connaissons tous et nous travaillons ensemble et il y a des congrès régionaux qui nous rassemblent 1 ou 2 fois par an et ça nous permet d'échanger sur les difficultés que nous avons. Et ça nous permet aussi de nous voir et avoir quand même échanger sur nos difficultés par rapport à tout ça. Je dois dire qu'en dehors de tout ça, on a essayé d'avoir aussi un système de conservation, parce que ça, c'est des technologies qui ne sont pas toujours simples, mais qui sont déjà disponibles. Donc, on arrive à conserver aujourd'hui les spermatozoïdes, on conserve l'embryon, on conserve les ovocytes, et on peut conserver les ovocytes déjà à Cotonou. Ça, c'est des technologies qui sont récentes et qui sont déjà la cryopréservation. Tout ça est disponible déjà à Cotonou. Oui. Et en fait, l'objectif, c'est de proposer aux couples jeunes déjà fragilisés par la détresse connue des possibilités de science. Et je crois que ces technologies, loin d'être un peu trop pour nos couples, les aident parce que il y a des situations où, par exemple, on a besoin nécessairement de congeler le sperme à l'avance.
Et c'est plutôt dans ce cadre-là qu'il y a ces éléments pour pouvoir aider ces couples. Sans ça, il n'aurait même pas été possible, certaines fois, de faire la fécondation in vitro pour ces couples, parce qu'il y a des problèmes d'érection ou d'autres problèmes au niveau de l'homme des fois. Merci beaucoup, docteur Athanas Diedo. Vous êtes gynécologue obstétricien et c'est surtout un plaisir de savoir que tout cela se passe sur le sol africain et que les Africaines ou les couples n'ont plus besoin non seulement de faire des économies pour s'offrir ce que la science propose, mais ensuite penser au coût du transport, au coût du séjour en Europe. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites et que vous continuerez de faire. C'est Maïcha qui s'honore de vous avoir sur le plateau et de savoir que vous faites beaucoup de merveilles pour apporter le sourire aux femmes et aux couples. Merci, madame. Et que la vie te sourit. Sois le bienvenu dans notre foyer. Toi qui viens de naître.